Bienvenue au cœur des merveilleux malheurs, le podcast qui prend le temps d'écouter des histoires d'amour, belles ou tragiques, passionnées ou destructrices, épanouies ou sous emprise, et probablement un peu de tout ça en même temps. Mariella et moi, Max, nous recevons Eva, qui a vécu 17 ans aux côtés d'un homme charismatique, exigeant et dans la domination. Voici le 3e épisode de son histoire intitulé House of Cards. On l'était déjà dans le boulot d'avant, mais là, la configuration change. Vous aviez officialisé Non, on n'avait pas officialisé. C'est ça. Alors, on n'avait pas officialisé. Devient, Mais le terrain de jeu change, parce que déjà, on devient associé et pas quelque part, j'avais plus le lien de subordination. Manager. Donc, il n'y a pas le lien de subordination. Hein. On devient associé, même si on n'est pas associé à part égale, mais ça, c'est pas grave. Pourquoi ? Parce que ça c'était légitime, on est plusieurs associés dans le truc, et ça je le remettrai jamais en cause parce que c'est justifié par rapport à plein de trucs. Mais bon bref, on devient associé, on monte ce truc, et là pour la première fois je me sens beaucoup plus écoutée quand j'ai des propositions à faire, etc. Et donc du coup voilà, je me sens un peu plus valorisée. Et ce qui se passe aussi, c'est que pour la première fois depuis tout ce temps-là, on crée quelque chose, mais on est officiellement ensemble. Il n'y a plus de sujet là-dessus. Et là, c'est quand même super dur quand t'as tous tes potes du boulot, où il y avait quelques amis en dehors qui le savaient, tu vois, mais c'est quand même fou de se dire que pendant 10 ans, tu caches ta vie privée, quoi. Tu dis non, j'ai personne. Ou tu fais attention à ce que ça se voit pas. Puis en réalité, tout le monde le sait, en vrai. Donc en fait, tu as l'impression d'être un imposteur, quoi. Même tes meilleures copines, ils connaissaient pas l'histoire ou un peu? Un peu, mais tu leur en parles pas trop parce qu'elles vont toutes te dire mais qu'est-ce que tu es en train de faire. Donc et puis moi je trouvais toujours les arguments pour pas justifier de la situation, mais quelque part atténuer toute la charge qu'il allait se prendre. Donc, il y avait quand même des dossiers, et en fait j'ai toujours pris le truc avec humour, en fait. Quelque part, je prenais tellement le truc avec humour et dérision que ça devenait un non-sujet, tu vois. Et moi, je partais du principe, écoutez, c'est mon truc, c'est mon sujet, je suis responsable de ça, c'est moi qui ai choisi d'être là-dedans. Je vais gérer le truc, je vous demande pas de vous impliquer dedans, vous pouvez me donner votre avis si vous voulez, mais je vais pas le suivre, en fait, je vais juste suivre mon chemin. Il n'y a jamais eu quelqu'un qui a réussi, à un moment donné, à te déstabiliser, dans le sens, une question... un retour, quelque chose qui te dise mais Eva, t'es en train de te détruire quelque part dans ça. Jamais. Okay. Jamais. Je pense que j'avais mis tellement de protection partout. Ouais. D'ailleurs, le baromètre, il était en moi. Hein. Quelque part, je pense que j'ai poussé le truc pour voir jusqu'où j'étais capable de tenir ça. Hein. Et donc, tu exprimes le fait que ton corps te dit il se passe des trucs. Ouais, mais là je l'écoute pas à ce moment-là. Pas cool. J'écoutais rien. Ok, donc là à ce moment-là, t'es toujours dans le déni, t'es dans un déni du fait que en fait, inconsciemment tu sais qu'il va voir ailleurs, mais tu le vois pas. Alors, c'est pas inconscient. Inconsciemment, je sais que c'est pas une situation complètement acceptable. Mais après, je sais très bien ce qui se passe. C'est-à-dire que quand j'ai envie de voir s'il se passe un truc, c'est pas très compliqué de savoir ce qui se passe. Pourquoi ? Parce que, déjà tu le ressens, et puis si tu as envie de chercher une preuve d'eux, c'est easy. Hein. Je pourrais donner toutes les techniques à tout le monde, mais... c'est vraiment les techniques. On veut savoir. Un podcast dédié sur les techniques, mais j'en ai plein. À la fin, tu feras un retour de toutes les techniques, voilà. Comme ça les gens vont savoir. C'est assez facile. Le guide pour savoir si vous êtes trompé ou pas. Le tuto un qui petit te fait tuto tromper. YouTube. Voilà, donc j'ai coaché quelques copines. Ça a marché ? Ouais. Voilà, ok. Donc ça marche en plus. On fait la test avec toi, chérie. Ça marche très bien. Mais bon, bref, donc quand t'as envie de savoir, tu arrives à trouver des choses. Et quand tu veux pas savoir, tout se passe très bien en fait. Donc quelque part... progressivement en fait il y a eu il y a eu les premières tromperies où là ça a été l'onde de choc en fait, vraiment l'onde de choc, et tu le sens physiquement, tes jambes se dérobent du sol, tu comprends ce qui se passe, tu le vois, mais t'as reçu un mail par erreur, et là tu te rends compte d'une conversation, tu te dis c'est lunaire, et puis à chaque fois ça se passait dans un environnement proche, donc
parce qu'on bossait quand même pas mal, donc tu vois, c'était au boulot, y compris avec des amis très proches du boulot, tu découvres le truc. Et à chaque fois, le mécanisme, il a été pareil. Totalement séché par la découverte du truc. Et comme, tu vois, tu me parlais de meilleur ami, etc., mais en réalité, la personne dont j'étais le plus proche, en fait, c'était lui. Ah ouais. Et donc, en fait, la première personne que tu as envie de voir, en fait, c'est lui. Mais avant lui, c'était qui ta meilleure amie? Ton ex-copain ou... Non, personne, en fait. Moi, En réalité, je pouvais en en fait, parler à je me personne, vois- parce qu'en fait, Exactement. tu te dis, personne ne va comprendre ça. Et même des copines très proches, j'ai toujours choisi ce que je leur racontais, parce qu'en réalité, Oui. elles vont pas comprendre. Mm. Et quelque part, comme je considérais que j'étais aussi responsable de cette situation-là, parce que t'as toujours 50% du truc qui est quand même chez toi, j'avais envie de comprendre, en fait. Et j'avais envie qu'il me le dise lui, en fait. Je voulais qu'il me dise, écoute, je suis prête à tout entendre, c'est pas grave, ok, t'es allé voir à droite, t'es allé voir à gauche, mais juste dis-le-moi. Et ça, c'est un truc que j'arrivais jamais à obtenir. C'est-à-dire que, sur le moment, je sais pas comment il est arrivé à m'embobiner la tête, mais m'expliquer que c'était un concours de circonstances, que j'avais mal interprété un élément de contexte, que machin, mais je suis sûre, tu te fais retourner comme une crêpe, quoi. Et comme de toute façon, t'as pas envie que ça parte en vrille, tu te fais retourner comme une crêpe. Et puis au fond de toi, tu sais quand même qu'il y a quand même un truc, et puis t'as pas envie de révéler toutes les techniques, donc tu dis pas comment t'as eu l'info, donc en vrai, tu vois, tu essaies de prêcher le faux pour avoir le vrai, mais c'est compliqué, en fait, du coup, donc t'y arrives pas. Mais lui, il sent quand même qu'il y a un truc à merder et il sent qu'il a fauté quelque part. Donc à un moment, il arrive à te rassurer, etc. Et moi, j'arrivais toujours à un moment, mais qui arrivait beaucoup plus tard, peut-être 1 an plus tard ou 2 ans plus tard, où je finissais par en rigoler et elle me fiche de lui en lui disant « Mais attends, C'est obvious, quoi. c'était tellement obvious. » Et du coup, comme j'en rigolais, il en rigolait aussi, ça a atténué le truc, bim, on a enterré le machin, hop, c'est pas réglé. grave, c'est réglé. Jusqu'au prochain. Mais parce que finalement, ça nous rassurait tous les deux en réalité. Et quand je te parlais de ce confort que lui est arrivé à retrouver avec moi, c'est que j'étais tellement cool et easy going finalement à la fin, parce que même moi, je m'étais dit, bon ok, allez, c'est pas grave, maintenant next step quoi. Et donc du coup, ça quelque part, on s'auto-rassurait dans le truc et puis on continuait. Sauf que moi, je faisais pas toutes ces bêtises à côté, alors que j'aurais pu en profiter, mais je l'ai jamais fait, jamais. Et je pense que lui, il aurait voulu que je le fasse. Il aurait voulu que tu le fasses. Je pense que ça l'aurait rassuré. Pourquoi? Parce que lui, il a ce besoin vital de profiter à fond de la vie et de se dire, je suis pas pieds et poings liés à une seule Pourquoi il pense femme. qu'il va mourir? Enfin, tout le monde pense qu'il va mourir. Oui, on va tous mourir. Mais pourquoi il a peur? Non, mais pourquoi de il la a mort. ce truc de se dire, Je sais je pas. dois bouffer la vie comme ça? Je sais pas, ça, j'en sais rien. Ça, c'est inextricable. Est-ce que tu trouves qu'il a peur de la mort? Non. Non. Il est Non, simplement je pense cet qu'il a pas carpe diem. envie de vieillir parce que c'est quelqu'un qui ne supportera pas l'idée d'être diminué, tu vois. Donc à partir du moment où il se sentira diminué, je pense que pour lui, la vie n'aura plus aucun intérêt. Il a Donc, besoin d'être fort. il a besoin d'être fort. Dominer. Mais C'est un mâle d'après toi, alpha qui a besoin de dominer et d'être très fort. à l'école, il était comment? Il était les garçons populaires ou les garçons un peu au fond Alors, de la je connais classe? pas un peu grand geek? chose. Je connais pas grand chose. Je sais qu'il était assez dissipé, déconcentré, mais en même temps, il était brillant. Il a une mémoire de dingue. Donc, il a toujours réussi ce qu'il a entrepris. Mais je connais pas grand chose de ça. J'ai dû voir 2 photos de lui enfant, quoi. Donc, Il faisait Son comment? passé n'existe pas. son passé. Alors, le seul passé que je connais de lui, c'est ce qu'il m'a raconté de ce qu'il faisait avec son père, parce qu'il a une fascination pour son père, qui n'a pas dû être commode avec lui, mais je connais. Mais il a toujours eu une part d'ombre. Il y a des tonnes de choses que je ne sais pas sur lui. Et c'était ça qui me perturbait au début. C'est que pour moi, quand tu es avec quelqu'un, tu connais tout de la personne, tu vois. Tu donnes tout et elle te donne tout. Et lui, il y a toujours eu une part de mystère, en fait. Il y a toujours un truc que tu ne sais pas. Il y a toujours un truc que tu ne Et maîtrises donc, pas. vous créez votre boîte ensemble. Ouais. Et qu'est-ce qui se passe après? On monte la boîte. On monte boîte la qui fait boîte. quoi? Une boîte dans les services. Ok. Et on monte ce truc-là. Et là, figure-toi qu'au moment où on monte la boîte, mais je me rends compte, je sais pas comment d'ailleurs encore, mais je me rends compte qu'il y a une histoire avec une nana. Une nana que je connaissais, parce que c'est toujours quelqu'un que je connais. Et je me rends compte qu'il l'a vue et qu'il se voit, et je me dis, mais comment
comment il arrive à gérer ça à côté alors qu'on est en train de monter une boîte, qu'on bosse mais comme des tarés, mais t'as juste pas le temps quoi. Enfin, où il trouve l'énergie. Où il trouve l'énergie et le temps pour ça en fait. Mm. Et donc là, je me prends une claque organisationnelle parce que je dis mais comment il arrive à faire ça. Mais surtout, je me dis mais non mais ça c'est. Et puis là, je sens que le truc est plus sérieux, c'est-à-dire que là où ça a commencé à faire encore plus mal, c'est quand tu te rends compte que y a une autre personne qui va tomber amoureuse de lui. Mm. Et alors, c'est en fait, j'ai fait un petit. T'inverses le schéma dans lequel toi tu étais. Ah bah de toute 10 façon. ans plus tôt, quoi. Mais en fait, rappelle-toi, je t'ai dit, Day One, je sais ce qui va se passer. Je sais qui je vais devenir. Là, j'ai fait un petit raccourci parce qu'en fait, il revoit cette nana, mais en fait, il l'avait déjà vue avant. Et moi, je me rends compte à une soirée. Avec des amis, dans la manière dont cette fille le regarde, qu'il se passe un truc. Quand je te dis que c'est animal, tu le vois. En fait, il y a un truc que tu vois. Et je me souviens, je suis partie dans les toilettes, j'ai pleuré une demi-heure, je suis revenue, je lui ai dit, je vois ce qui se passe. Non, tu te fais des idées, machin, etc. Je l'ai senti, tout de suite. Et j'ai senti que c'était un truc encore différent. C'est-à-dire que là, tu perds la complicité que tu as avec la personne avec qui tu vis. Donc déjà tu vis avec quelqu'un qui a pas une pardon, mais on reste quand même complice, tu vois, dans le boulot, dans plein de trucs. Après il y a des écarts, c'est chiant, ça fait hyper mal, mais bon. Si les écarts c'est que sexuel, quoi. Voilà. C'est-à-dire qu'en fait ça n'impacte pas l'intimité et la complicité que tu as à deux. Ces espèces de trucs intellectuels, physiques, ça l'était un peu moins, etc. Mais il y a ce truc intellectuel. En fait on nous comparait souvent au couple dans House of Cards. Tu disais, voilà, je sais pas si c'est une bonne image ou pas une bonne image, mais c'est pareil, ils se font des trucs, ils se font du mal, etc. Mais il y a un truc qui les retient et qui fait que jamais ils vont se séparer. Et en fait, moi, ils s'élèvent ensemble. Ils s'élèvent ensemble. Et nous, on était comme ça, on s'élevait ensemble. Sauf qu'à un moment, quand tu sens que cette complicité-là, elle se déplace sur quelqu'un d'autre, bah là, tu perds finalement la forme de contrôle que j'avais un peu sur ce couple-là. Et le forme de retour, finalement. C'est-à-dire que pour accepter tout ce que tu dois accepter, il faut quand même que tu gagnes quelque chose. Ouais. Et si ça se déplace vers l'autre, tu perds... Là, tu perds tout. Ouais. Là, tu perds tout. Et donc là, c'est compliqué. Donc là, là, c'est un peu la crise. Donc vous venez de monter la boîte. Alors ça, c'était avant de monter la boîte. Et je comprends au moment où on monte la boîte qu'elle revient à nouveau dans le paysage. Ah, elle revient dans le paysage, ok. Elle revient dans le paysage. Bon, c'est à peu près concomitant, on va dire. Ça c'est à peu près ce moment-là. Okay. Donc tu sens que quelqu'un rentre dans sa vie et tu le ressens de manière hyper forte. Et on est juste avant que vous montiez votre boîte. Qu'est-ce qui se passe après ? Donc là, tu rentres dans une période de doute parce que tu sens que tu perds le contrôle. Il y a une forme de menace différente. Et cette menace-là, c'est cette complicité qui va se créer avec quelqu'un d'autre. Et donc là, tu dis que tu peux sortir du truc d'une seconde à l'autre. Et c'est vrai qu'à cette époque-là, j'imaginais pas ma vie sans lui. Parce que je perdais ses projets, je perdais cette élévation dont on parlait tout à l'heure. Alors je dis pas que j'étais avec lui pour ça, tu vois, mais tu perds les perspectives du rêve que tu essaies de te construire. Parce qu'on construisait cette boîte avec l'idée qu'un jour on arrêterait et qu'on pourrait enfin réaliser les projets qu'on avait imaginés ensemble, qui en réalité étaient plutôt ses projets à lui, mais dans lesquels tu te projettes et tu te dis, demain on est en train de construire ça parce qu'on se construit notre futur de demain. C'était quoi ces projets-là ? Les projets, c'était d'arrêter de... Je vais pas dire d'arrêter de bosser, mais d'avoir accumulé suffisamment pour pouvoir vivre 6 mois dans un pays, 6 mois dans un autre. Alors, il y avait quand même, pour moi, un projet enfant à un moment, mais tu t'arrives à composer. Tu te dis, de toute façon, ma vie, j'arriverai à la gérer de manière exceptionnelle,
avec un enfant aussi, avec nos rêves, et puis l'enfant suit le truc. Et tu te mets pas dans cette situation, on va dire, très conformiste, traditionnelle, où tu vas rester posé à un endroit pour être sûr d'avoir les bonnes écoles pour ton gamin, et tu te dis, bah non, en fait, on va vivre différemment, et puis ça sera une vie enrichissante, et tu vas construire autour de ça. Et en fait, j'avais peur de perdre cette perspective, en fait. On est en quelle année à ce moment-là ? Je pense qu'on est en 2015-2016. Voilà. Et comment lui, il se positionne par rapport à cette question de l'enfant ? Alors, il se positionne constamment en repoussant le truc. C'est-à-dire qu'il te dit pas tout de suite non, j'en veux pas. Il te dit non, c'est pas le moment, on n'est pas encore prêt pour ça. Tu te positionnes dans un business plan en fait. Donc, on n'a pas encore les moyens économiques pour pouvoir gérer ça sans changer notre vie. Parce qu'il faut financer les gardes d'enfants, parce qu'il faut financer le truc. Donc on avait quelque part construit une maison dans un cadre exceptionnel, et en fait cette maison ça a été un gouffre financier parce que il fallait financer l'exceptionnel, parce que on avait une vie sociale ultra développée, donc il était juste hors de question qu'on s'arrête de vivre pour ça et qu'on se retrouve enfermé chez nous, à pas sortir les week-ends. C'était pas imaginable. Et même pour moi, je l'avais pas imaginé comme ça. Et même aujourd'hui, dans ma vie d'aujourd'hui, en fait, j'ai pas arrêté ça. Donc j'avais besoin de me rassurer aussi là-dessus. Donc constamment, on repoussait l'échéance. Jusqu'à ce qu'à un moment, ça devienne compliqué pour moi, parce que j'arrivais à un âge où c'est plus compliqué pour une femme d'avoir des enfants. Donc à un moment, tu te rapproches de l'échéance où tu te dis, en fait, ça va plus être possible. Et donc là, tu te construis une autre voie possible en te disant, ok, ça sera peut-être pas possible, mais il n'y a pas de mauvais choix, on peut aussi vivre sans avoir d'enfants, hein, après tout. Enfin, c'est pas, il n'y a pas de mal à ça. Mais néanmoins, le truc me travaillait. Et on repousse l'échéance. À un moment, il est devenu beaucoup plus catégorique par rapport à ça. Et je me souviens d'un jour où il m'a dit, mais en fait, j'en veux pas, quoi. J'en veux pas, je n'en aurai pas. Et donc là, tu te dis, mais qu'est-ce que je fais ? J'arrête tout, je recommence tout à mon âge, il faut que je retrouve quelqu'un. T'as quel âge à ce moment-là ? J'ai eu ma fille, je suis tombée enceinte, je sais pas, à 38 ans, 39. Donc c'était juste avant. Peut-être que je remets pas les bonnes années. C'était compliqué de remettre les bonnes années. Donc je pense que là on est un petit peu plus tard. J'étais enceinte en 2017. Donc tu vois, je suis 2015-2016. Tu commences à comprendre que ça va être très compliqué. Et je me souviens de cette fois où il m'a dit vraiment, je n'en veux pas, t'as pas compris. Et puis toi tu reviens sur les mots qu'on s'est dit en 2010. Où je lui ai laissé le choix et je lui ai dit, mais tu sais, si t'en veux pas, c'est pas grave. Enfin, chacun est maître de sa vie et je suis pas là pour t'imposer la tienne. Donc, mais en revanche, je voulais pas qu'on m'impose un choix avec des voies qui allaient se fermer parce que finalement c'était ma vie aussi, tu vois. Et je me souviens de ce jour où je suis allée m'enfermer dans le dressing. Et là, pour la première fois, j'ai vraiment pleuré, mais pleuré de désespoir en fait, de me dire mais en fait là je me suis plantée. Je sais pas que je me suis plantée. Je me suis pas dit que je me suis plantée parce que ça, dans ma tête, je me disais toujours tu t'es pas plantée, c'est pas grave, il n'y a pas de mauvais choix, etc. Mais je me suis retrouvée face à une impasse. Et quand t'es face à une impasse, t'es complètement bloqué. Donc vraiment là c'était un blocage énorme. Et je pense que c'est à ce moment-là où j'ai vraiment eu du ressentiment. C'est-à-dire, je me suis dit, mais comment on peut m'imposer ça ? Comment on peut m'imposer ce choix de vie que j'ai pas choisi ? Et comment on a pu me mentir à moi à ce point-là ? Tu te sens trahi, en fait. Tu te sens trahi des tromperies, des machins, mais là, tu te sens acculé. C'est un choix irréversible. En fait. C'est irréversible. Il y a ce côté irréversible des choses que tu maîtrises plus.
Et ça a été extrêmement violent pour moi. Et ce qui s'est passé à ce moment-là, dans les petits soucis que j'avais, j'ai dû me faire opérer d'un truc. Et le médecin qui m'a opéré, je sais plus quel âge il avait, c'était un vieux sage, il avait 70 ans, il m'a dit, il me tutoyait, il me disait, mais ton mec là, il faut que tu le mettes dans un process pour qu'il commence à réfléchir, et je vais t'orienter vers un doc qui va t'aider. Et tu l'emmènes avec toi, et puis ça va être une première étape, et puis progressivement ça va se passer. Et c'est à ce moment-là où j'ai déclenché tout un processus de FIV en fait. Et t'as déclenché un processus de FIV, ouais. Donc tu t'es dit, je vais faire l'enfant toute seule. Non, pas toute seule, avec lui, parce que ça, il était hors de question que je le fasse seule, mais c'était une manière de le mettre dans un processus de réflexion en fait. Et lui il m'a dit, écoute, tu l'emmènes en rendez-vous. La nana, elle nous a dit, mais en fait, là, c'est un peu chaud, donc il va falloir s'y mettre. Je me souviens à ce moment-là, on bossait sur un gros dossier au bureau, et on m'avait dit, bah, écoutez, à votre âge, vous pouvez les faire congeler vos oocytes, parce qu'au moins, ça vous met une petite sécurité supplémentaire, et puis le jour où vous êtes prêt, vous décongelez les trucs, et puis vous y allez, quoi. Et donc, tu pouvais pas faire ça en France. À l'époque, je sais pas si on peut le faire aujourd'hui, j'en sais rien. Et donc, je me renseigne un peu sur Internet, et je vois qu'il y a un truc en Espagne, une clinique, où on peut faire ça. Et on bosse sur un dossier, une propale qu'on devait rendre, un truc sur lequel on avait fait bosser toutes les équipes pendant des jours et des jours. On avait bossé, je pense que j'ai bossé, je sais pas, 48 heures non-stop, on a bossé jour et nuit, j'étais éclatée. Je pars à Barcelone, toute seule, parce qu'évidemment il m'accompagne pas. Je pars, je me souviens, dans l'avion, j'étais en train d'envoyer avec la dernière bande passante qui me restait, j'envoyais les CV pour la propale, j'avais le PC sur les genoux, j'envoyais les trucs, je partais pour Barcelone. Je vais à la clinique, et puis là, à la clinique, ils me font tous les tests, etc. Et ils me disent, mais en fait, vous êtes tellement à la limite de votre réserve ovarienne, on peut congeler des trucs si vous voulez, mais au moment où on va les décongeler, il ne restera plus rien, quoi. Donc je repars, je fais rien, je repars, je reviens, et puis quand je reviens et que je lui explique le truc, ouais, ça passe un peu comme une lettre à la poste, tu vois, c'est bon, bah ouais, ok. Mais tu vois, j'étais épuisée, j'ai fait le truc, j'avais pas dormi depuis 48 heures, je fais le machin, je reviens, 72 heures. Et en fait, il s'en fout, quoi. Il n'y a pas d'impact. Donc là, je me dis, ouais, bon, je pense qu'il n'a pas conscience de ce que je viens de vivre. Mais c'est pas grave. Et on retourne voir cette doc, et elle nous dit, bon, là, il faut lancer le processus, parce que, en fait, ça va être compliqué. Donc on lance le machin. Et quand tu fais ce genre de procédure, t'as énormément de tests à faire, t'as tout un tas d'examens, etc., de ton côté, et puis lui aussi doit en faire. Et là, on est rentré dans un truc qui a duré presque 1 an, où lui devait faire ses examens, et en fait, il m'expliquait, donc il devait rendre des résultats, et les résultats venaient pas, et il me dit, mais non, mais j'ai fait le truc, mais et puis après, je sais pas, on s'engueulait pour un petit détail, il me dit, bah, on s'est engueulé, donc j'ai jeté les résultats, et donc là tu culpabilises, tu dis, non, c'est de ma faute, là du coup j'ai tout arrêté, et puis tu sais, j'essayais de faire ça vraiment dans un mode de bienveillance, tu vois, d'accompagner le truc pour pas que ça le stresse, et puis toi tu te fais des piqûres, j'allais à 6h du matin à Clichy faire des prises de sang, donc moi j'habitais hyper loin, donc je me levais à 4h30 du mat, 5h, je partais faire le truc. Et lui me disait, bah non, c'est pas prêt, ils ont dû perdre le truc, puis après, ouais, je les ai eus, puis je les ai jetés, etc. Puis un jour, j'appelle le labo, et il fait, mais on connaît pas ce monsieur, il est jamais passé. Ah non. Il les avait jamais fait, tu vois. Bon, donc là, je perds 1 an, puis quand tu perds 1 an, bah, en fait, il faut tout refaire, donc tu te refais les examens qui sont pas toujours hyper sympas. Temps mort, parce que là, tu passes vite sur un truc quand même, si je peux me permettre. T'as passé 1 an à faire tout ça. Des choses qui étaient épuisantes. Tu découvres que lui,
il freine des cas de fer. Il te soutient pas et en plus il te dit pas la vérité parce que ça veut dire que lui il en a pas envie. Non, il en a pas envie, oui. Qu'est-ce que tu ressens à ce moment-là ? Tu ressens de la trahison, tu essaies de comprendre, tu te dis il est stressé, donc tu essaies d'accompagner le truc. T'es toujours dans l'empathie. Toi, t'es toujours en mode non mais t'inquiète pas, c'est pas grave. Au début, t'es très en colère. Enfin, il y a des moments où t'es en colère, tu te dis mais pourquoi tu m'as fait ça, etc. Parce que tu l'exprimes jamais ta colère. Ouais, mais elle venait de temps en temps, la colère. Donc de temps en temps, il y a des épisodes. Des fois, tu le confrontes quand même. Il y a des fois où tu lâches tout, quoi. Et puis c'est plus fort que toi, donc. Est-ce que tu la confronterais en disant attends, l'hôpital il a rien reçu de ta part, pourquoi tu m'as raconté comme quoi ça n'arrivait pas? Ouais, là il va t'expliquer qu'en fait il est pas prêt, que machin, que. Et puis toi tu te dis qu'est-ce que je fais, j'arrête tout, je recommence tout, ou j'essaye progressivement d'accompagner le truc et de. T'as plus vraiment de choix en fait. C'est-à-dire que... en vrai je pense que t'as toujours le choix, hein. J'aurais pu partir à ce moment-là, mais là encore une fois je me suis dit ok allez on tente. Mais ça voulait dire partir, faire un enfant toute seule, c'était. J'en étais même pas à ce stade-là, moi j'en étais, j'aurais pas d'enfant, hein. J'imaginais pas avoir un enfant toute seule. Sachant que c'était quelque chose qui était une envie profonde pour toi. Ouais, mais en fait après tu sais plus, tu finis toi-même par douter. Tu finis vraiment par douter. On a fini par faire la première FIV. Hein. La première FIV a pas marché. Je me souviens exactement du jour où l'hôpital m'a appelé en me disant non, ça a pas marché. Et puis en plus, c'est pas sympa comme truc. Moi, je suis arrivée à l'hôpital, je me suis effondrée en pleurs parce que tu sais, moi, déjà, j'aime pas les hôpitaux. Franchement, ça fait mal. Et puis rien s'était passé complètement comme prévu. On m'avait dit ouais, vous aurez tel type d'assistance. Il n'y a pas eu le truc parce que la nana, elle était pas là. Enfin, tu sais, tu trouves tous les. Je crois qu'il est venu quand même m'accompagner. Bref, ça marche pas. Je me souviens, j'étais en train d'animer un workshop. On m'appelle, on fait ça n'a pas marché. Et en même temps, je savais que ça allait pas marcher. Je sais pas comment t'expliquer. Je m'attendais à ce que ce soit ça. Donc le truc marche pas. Et puis là, ils te remettent tout de suite dans le processus pour une seconde fois. Ils te laissent pas réfléchir. Non, ils te laissent pas réfléchir. Puis de toute façon, t'as plus le temps de. Donc en fait, à l'hosto, ils te disent vous repartez. T'as le droit, je sais plus, t'as le droit à 4-5 fois, ou un truc comme ça. Bon, bref. À 400 fois À 4 ou 5 fois. Pardon. Ouais, non, 400 fois, non. Ouais, c'est Juste ce que tu décris sur la première, j'ai du mal à imaginer les 400. Mais t'as des gens qui essayent pendant des années. Hein, donc j'ai une de mes sœurs, elle a essayé comme ça pendant longtemps, mais ça a fini par marcher. Mais donc, bref, on relance un deuxième truc. Et puis là, pareil, je sens que ça refrène des cas de fer, etc. Et à un moment, c'est moi qui mets fin au truc. Je prends tous les... Je sais plus ce que j'avais dans le frigo, là, des machins pour se faire des piqûres, des trucs. Je fous tout à la poubelle. Je me fais chier, j'en ai marre. On arrête tout, ça sert à rien. T'es pas dans le truc. On arrête tout. Et là... je continue, je refais des petits examens, je change de médecin, je vais dans un autre hôpital qui est plutôt reconnu pour ça. Et puis là, je sens que l'hôpital va pas me suivre. Un hôpital qui a des très bonnes stats pour avoir des enfants, mais il faut rentrer dans les critères pour qu'ils aient les bonnes stats. Une école pour mettre ses enfants avec le bac. Et là, la nana me dit, en fait, il faut que vous arrêtiez de fatiguer le système. Fatiguer le système. Ouais, arrêtez de faire des FIV, etc. Parce qu'en fait, tu t'injectes des hormones, des trucs, et elle dit, arrêtez de fatiguer le système. Essayez naturellement. Et puis, si jamais ça marche pas, après, il y a d'autres options, quoi. Donc du coup, de toute façon, j'avais arrêté de fatiguer le système. Hein, j'avais déjà lâché l'affaire sur la seconde FIV. Et là, quelque part, je pense que le fait de l'emmener au rendez-vous, il y avait quand même une prise de conscience chez lui que j'étais à la limite du possible. Et mine de rien, même s'il freinait des cas de fer, parce qu'au fond de lui, ça lui faisait terriblement peur de devenir père, il y avait quand même un fond d'humanité qui faisait que, à la limite du truc, il avait quand même conscience du fait qu'il me mettait dans une forme d'impasse et que moi, j'allais pas forcément être bien par rapport à ça. Donc je pense que, quelque part, il culpabilisait aussi de cette situation-là. Bon, on arrête tout. Et puis moi, un peu geek que je suis, je me dis, il y a des apps, des trucs, je me dis, je vais digitaliser le process. Je télécharge une app, et là tu peux suivre ton cycle, et tu te prends ta température tous les matins, et ça te dit exactement quel jour il faut faire ça.
Et puis j'étais quand même dans une période où en réalité, je le savais pas encore complètement, parce qu'encore une fois, quand t'as pas envie de voir, tu vois pas, mais en réalité, t'es toujours avec l'autre meuf à côté. Oui, qui, c'est ce que j'allais à te mon dire. avis, lui mettait une pression de malade, et en fait, il était dans un mode où il était dans une double vie. Donc je pense que pour lui, c'était une torture en fait, parce que il y avait la nana avec qui il vivait, qui était en train de désespérer parce qu'elle pourrait pas avoir d'enfant, et puis l'autre qui lui disait mais quand est-ce que tu quittes ta meuf, parce qu'en fait j'ai envie qu'on s'installe ensemble. Donc je pense que lui il était complètement schizophrène dans le truc, mais j'en avais pas encore totalement conscience, et donc je monitor le truc, et pareil, je ne fais pas le truc dans son dos, et je lui dis que je vais mesurer ma température tous les matins, et puis c'est un truc que tu dois faire sous la couette, et ça fait bip bip quand tu sais, donc en fait c'est présent quand même comme process, tu vois. Il va stresser. Et en mode très bienveillante quand même, hein. Mais donc on fait le truc, j'ai fait un cycle, et je lui dis c'est aujourd'hui et demain. Et il faut juste imaginer que le mec, ça fait des mois qu'il te touche plus, donc on fait le truc. C'était pas c'était pas la meilleure soirée, mais bon, on le fait 2 jours d'affilée, en mode un peu mécanique. Et c'était une période compliquée au boulot, parce que la boîte marchait pas super bien, on n'avait plus de thunes, on part en vacances, genre 2 semaines à Marrakech. Donc c'était pas les vacances exceptionnelles qu'on avait imaginées, mais bon, on fait le truc, on part, et puis là, totalement par hasard, on rencontre des amis là-bas, donc c'était rigolo, on rencontre un couple d'amis dans le même hôtel que nous, donc du coup c'est un peu sympa. Puis moi j'étais malade tout le temps, j'avais, je sais pas, je me suis dit la bouffe marocaine, je suis pas bien, j'étais fatiguée, j'étais énervée, le boulot c'était compliqué. Et puis je lançais une nouvelle activité au bureau, j'étais très stressée, je me suis engueulée avec un prestat qui a jamais voulu bosser avec nous, mais je pense que j'avais été odieuse, j'étais vraiment exécrable, je pense à ce moment-là, de fatigue, d'énervement. Et puis pendant les vacances j'ai mes règles. Bon. Et là, il me dit ouais, t'es énervée parce que ça a pas marché et tout. Je lui dis non, je m'en fous, de toute façon, j'en veux pas. Donc, ouais, mais on s'engueulait tout le temps. Et puis, j'avais une mission à l'étranger à ce moment-là. Donc, juste après les vacances, je pars en Suisse. J'animais une semaine de workshop, je sais plus. J'étais claquée, je lui dis putain je suis claquée, je comprends pas ce qui m'arrive et tout, et puis je sais pas, mes règles elles sont bizarres, ça y est c'est le début de la fin, de toute façon les médecins ils m'ont dit que là j'allais partir en vrille, donc là moi j'imaginais que c'est la ménopause. Ouais c'est ça là, la ménopause précoce, tu vois, on m'avait annoncé ça, j'ai waouh. Bon bref. Et puis lui m'envoie des petits SMS avec des petits smileys, il me dit mais ça se trouve t'es enceinte, tu vois. C'est lui qui te dit ça. C'est lui qui me dit ça. Oui. Et je lui dis, donc lui, il l'a en tête. Hein. Mais il l'a en tête quand même. Mm-hmm. Et j'achète un test à l'aéroport de Zurich que je ne fais pas là-bas. Parce que je lui dis, je vais quand même le faire à la maison avec lui à côté. C'est toujours en mode, j'accompagne le truc, tu vois. Je veux pas... Je rentre chez moi, je sais pas, il est 23h. Je fais le truc. J'arrive avec mon truc qui me dit que j'étais enceinte depuis 3 semaines. Waouh. Wow. Et alors là, il s'est... liquéfié. Mais en mode, d'un seul coup du mal alpha ultra puissant, et il est devenu le petit enfant désespéré en me disant mais je comprends pas, tu m'avais dit que t'étais stérile, mais qu'est-ce qui se passe quoi. et donc moi j'étais là avec mon test, j'avais qu'une envie, c'était appeler ma mère, je vais pas le dire tout de suite, mais c'était pas un moment heureux, tu vois, c'était pas un truc dur. Ah tiens chouette. Bon bref, et je me souviens, on était dans le lit, il était à côté, il était en train de se rouler en boule, il était là, je comprends pas. Ah oui, et il était tétanisé en fait, il était flippé, complètement flippé. Et moi j'ai presque eu pitié de lui à ce moment-là en fait. C'était le 3e épisode des Merveilleux Malheurs d'Eva. Vous pouvez retrouver les précédents épisodes sur votre application de podcast préférée, ainsi que sur la page YouTube, Instagram, Facebook et TikTok des Merveilleux Malheurs. Les prochains épisodes arriveront chaque lundi, et si vous avez apprécié cet échange, n'hésitez pas à vous abonner, liker et partager notre podcast. C'est ce qui nous aide.